Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Retour de Melbourne. Une petite quinzaine de Français, engagés à divers titres dans l'action sociale, ont fait le choix de participer à la Conférence mondiale de Melbourne sur le travail social, l'éducation et le développement social, du 9 au 13 juillet 2014, suffisamment motivés pour renoncer aux attraits du début de l'été, faire fi du décalage horaire et accepter l'hiver austral, doux mais pluvieux. Bien qu'un journaliste ait qualifié cet événement, dont l'origine remonte à 1928, de Davos du social, il peut être utile de le présenter brièvement car il est moins connu. 3 associations internationales, dont les destins se sont entrecroisés depuis des décennies, ont décidé depuis 2010 de joindre leurs forces pour organiser une grande conférence mondiale consacrée au développement social et au travail social. Le Conseil international d'action sociale, CIAS, l'Association internationale des écoles de travail social, AIETS, et la Fédération internationale des travailleurs sociaux, FITS. Et ce rendez-vous des années paires est devenu un forum impressionnant, qui réunit environ 2000 participants de tous les pays du monde. Le chiffre de la participation française à Melbourne était un peu inférieur à 1% du nombre total des inscrits, soit environ 1500 personnes. Cela nous rend modestes et nous renvoie au poids démographique de la France dans le monde. Mais la préparation méthodique de la conférence par les membres de la délégation française a permis d'accroître un peu sa visibilité. En effet, le groupement d'intérêt public Santé Protection Sociale Internationale, GIPSPSI, dont la mission est d'exporter le savoir-faire français dans le champ social, a été un soutien efficace pour les équipiers de cette aventure, en organisant un stand qui, sous un drapeau tricolore, a été un lieu très visité, en publiant une brochure en plusieurs langues sur l'action sociale en France, en stimulant la production de contributions écrites françaises pour les ateliers. Le thème général de la conférence était consacré aux inégalités sociales et économiques, entre pays et dans chaque pays, sujet aussi vaste qu'actuel. Ce choix découle de l'Agenda social mondial, ou The Global Agenda for Social Work and Social Development, travail ambitieux entrepris par les 3 organisations non gouvernementales, ONG, organisatrices pour construire et diffuser ce qui constitue aux yeux des 3 ONG les priorités essentielles d'une action sociale à l'échelle de la planète. 4 grands sujets ont été privilégiés, dont le premier, la promotion de l'égalité sociale, a fait l'objet de la conférence de Melbourne, et les 3 autres seront à l'ordre du jour des conférences suivantes. Une brève déclaration finale a été publiée à la fin de la conférence pour exprimer la profonde inquiétude des travailleurs sociaux, éducateurs et praticiens du développement social représentés par les 3 ONG organisatrices, face à la croissance des inégalités, entre les nations et au sein de celles-ci. Cette grande manifestation est aussi l'occasion pour chacune des associations de réunir les instances dirigeantes et d'organiser les activités en toute autonomie. Par exemple, lors de l'Assemblée générale de l'AIETS, une définition internationale du travail social a été adoptée, fruit d'un long processus de débat interne. Le travail social y est reconnu comme une profession axée sur la pratique, et une discipline académique qui favorise le changement social et le développement, la cohésion sociale et l'autonomisation et la libération des personnes. Il faut admettre que l'immersion pendant quelques jours dans l'ambiance de la conférence, où les sollicitations sont innombrables, laisse rarement indifférente. Le dépaysement n'est pas que géographique, ce sont les repères culturels qui chavirent. On ne revient pas du voyage tout à fait comme on y est parti. Ce fut le cas de nombreux membres de la délégation française. Certains hauts responsables de la sécurité sociale française présents à Melbourne ont ressenti l'absence, dans ce grand brassage d'acteurs sociaux, de représentants du monde de la protection sociale. Numériquement, c'est exact. Les travailleurs sociaux étaient majoritaires dans l'assistance. De plus, trop d'intervenants ont négligé l'importance de la protection sociale dans la lutte contre les inégalités, sujet de la conférence. Mais ceci renvoie les Français à certaines de leurs faiblesses. L'influence de notre pays dans les décisions préparatoires, et en particulier le choix des intervenants, est très réduite. Les anglophones sont de loin les plus nombreux et les orateurs utilisant cette langue ont souvent de la protection sociale une vision bien différente de la nôtre. Tirant les conséquences de cette déception,
les responsables d'une caisse nationale ont pris la décision de suspendre leur participation à l'organisation. Le Comité français d'action et de développement social, membre français du Conseil international d'action sociale, en appelant notamment à une clarification des rapports avec le travail social. Il faut espérer que ce retrait reste provisoire, car il risque d'aggraver la situation. On ne peut que souhaiter au contraire un approfondissement des échanges, plutôt rares, entre toutes les composantes de la conférence. Les quelques représentants des écoles de travail social françaises ont bien ressenti également le décalage entre les débats franco-français et ceux de la conférence. Ainsi, Stéphane Rulac a confié ses impressions aux Actualités sociales hebdomadaires. En ces termes, j'ai ressenti plus que jamais la tentation d'opposer la spécificité française face à un éternel envahisseur, tel un village gaulois cerné par les camps romains. Mais ils en tirent la conclusion inverse, à savoir qu'il ne faut pas succomber à la tentation, et qu'il est grand temps de rattraper le retard et de prendre part au mouvement en se positionnant comme force de proposition. De retour à Paris, le mot d'ordre est donc « retroussons les manches ». D'ailleurs, depuis Melbourne, l'implication des écoles françaises de travail social dans l'association européenne est spectaculaire, comme en témoigne la décision d'accueillir à Paris en 2017 la conférence européenne. Voilà qui donne à réfléchir. Il faut affirmer la nécessité d'une dimension sociale de la mondialisation. Et on ne peut agir que depuis notre village. Il faut trouver les moyens de prendre notre place dans le grand mouvement qui veut construire un agenda social à l'échelle de la planète, même s'il faut accepter au moins le dépaysement et parfois la remise en cause. Pour présenter aux acteurs sociaux français les enjeux liés à l'entrée dans les arènes internationales, il est proposé une démarche en 3 temps. Dans un premier chapitre, il faut commencer par présenter le décor, c'est-à-dire les lieux où les débats se nouent et quelques-uns des protagonistes principaux. Un retour sur le passé s'avère nécessaire pour fournir des repères indispensables à l'analyse de la situation actuelle. Quelques ONG et quelques organisations internationales émergent sur la scène internationale, qui animent et portent les grands débats sur le social, dont il sera question. Ensuite, un second chapitre s'efforce de montrer la place insuffisante des acteurs français dans ces arènes et par conséquent leur faible influence sur les orientations retenues, tout en mentionnant certains succès qui permettent d'espérer une amélioration de la situation. C'est précisément à la mobilisation des énergies qu'est consacré le dernier chapitre. Plusieurs propositions sont énoncées pour renforcer le poids des acteurs sociaux français dans la sphère internationale, de nature et d'ambition variées. Participer à l'expression d'une opinion publique mondiale favorable à la prise en compte du social dans un univers trop dominé par l'économique et le financier relève d'une grande ambition, mais le plus souvent aussi d'une multitude d'initiatives pratiques et locales. Chapitre 1 Social et arène mondiale, premier repère. Logiquement, il paraît nécessaire de commencer par présenter le décor, de décrire les arènes où s'organisent les débats essentiels sur les questions sociales à l'échelle internationale et quelques-uns des acteurs majeurs qui l'animent. Les références historiques sont utiles pour comprendre comment s'est construite la situation actuelle, sans remonter à Saint-Vincent de Paul, ni à La Rochefoucauld-Liancourt. Un siècle de recul permet de saisir des enchaînements majeurs, et la Conférence de Paris en 1928 fait figure d'événements fondateurs méritant une partie. Puis, la jeunesse de 3 ONG, issues assez directement de cette conférence et ayant acquis progressivement un rôle international important dans le champ du travail social, sera l'objet d'une deuxième partie. Une troisième partie sera consacrée aux organisations internationales qui, de fait, structurent les débats et les alimentent. L'Organisation des Nations Unies, ONU, qui se positionne sur le champ du développement social, l'Organisation internationale du travail, OIT, qui traite de la protection sociale, et pour notre continent l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Mais il serait imprudent de partir pour ce grand voyage dans le temps et l'espace sans avoir défini au préalable l'objet même de notre exploration, le social. La première partie de ce chapitre en propose une approche large, argumentée. Social, de quoi parlons-nous ? Le terme social recouvre de nombreuses réalités aux contours parfois flous, et il est nécessaire de s'entendre sur l'emploi qui peut en être fait. Cette clarification préalable s'impose d'autant plus que c'est le cœur même de l'ouvrage. Travail social, protection sociale,
développement social sont les champs dont il va être question en permanence et il est nécessaire d'en donner les définitions, par référence aux textes et déclarations qui sont admises communément, en France et dans les sphères internationales, en mettant en évidence les nuances linguistiques. En ce qui concerne le travail social, aucune définition unique ne s'impose en France. Le rapport annuel de l'IGAS de 2005, consacré à l'intervention sociale, fournit toutefois une sélection de références permettant d'en comprendre la nature. Ainsi, Jean-Michel Belorget, en 1988, en parle en ces termes: le travail de la société sur elle-même, en vue de donner au tissu social à la fois plus de souplesse et plus de cohésion, passe non seulement par la définition de nouveaux droits et de nouveaux systèmes de prélèvement-redistribution, c'est-à-dire de transfert, mais encore par une action à caractère plus nettement pédagogique ou socio-éducatif. Et Jacques Donzelot, en 1991, écrit que les professionnels de l'action sociale jouent un rôle d'interface et de médiateur entre la demande des personnes et les institutions. Le Conseil supérieur du travail social, CSTS, pour sa part en donne une définition axée sur les objectifs, à savoir retisser des liens entre individus et groupes sociaux qui, pour des raisons diverses, se situent en dessous ou en dehors des normes de la collectivité. Le Conseil économique et social C, de manière similaire, considère en 2000 que le travail social a pour vocation première d'aider à ce qu'une personne, une famille ou un groupe de personnes ait accès aux droits que la société lui confère et crée ou recrée des liens sociaux. Au niveau international, la recherche d'un accord sur la définition du travail social a fait l'objet de travaux nourris depuis des décennies, qui ont abouti à des formulations successives adoptées par les assemblées générales des associations mondiales des travailleurs sociaux et des écoles de travail social, séparément, puis conjointement, en 2014 à Melbourne, version la plus récente. Le texte adopté en 2000 par la Fédération internationale des travailleurs sociaux, FITS, à laquelle se réfère l'Association nationale des assistants sociaux, ANAS, proclame: la profession d'assistant social ou de travailleur social cherche à promouvoir le changement social, la résolution des problèmes dans le cadre des relations humaines, la capacité et la libération des personnes afin d'améliorer le bien-être général. Grâce à l'utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail social intervient au point de rencontre entre les personnes et leur environnement. Les principes des droits de l'homme et de la justice sociale sont fondamentaux pour la profession. La définition retenue en 2014 est à la fois plus large et plus précise. Le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités, sont au cœur du travail social. Étayés par les théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des connaissances autochtones, le travail social encourage les personnes et les structures à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous. L'affirmation du travail social comme discipline est une addition qui apparaît dans la dernière version, alors qu'elle fait encore l'objet des débats actuels en France. D'autre part, la définition de 2000 pour désigner les professionnels du travail social utilise le singulier, la profession, ce qui n'est pas le cas en France. Ces différences d'approche entre la France et l'étranger seront l'objet de développements ultérieurs. Concernant la protection sociale, il s'agit d'un ensemble multiforme de dispositifs fournissant aux individus et à leurs familles, en nature ou en espèces, les moyens de faire face aux aléas de la vie. Maladie, accident du travail, maternité, charges familiales, vieillesse, chômage, etc., quand leurs revenus d'activité ne le permettent pas. En France, on distingue souvent la sécurité sociale, stricto sensu, qui tient sa légitimité de la loi, et la protection sociale englobant en outre les mutuelles et les régimes issus d'accords entre les partenaires sociaux, comme l'assurance chômage ou les régimes complémentaires de retraite. Ce distinguo, de plus en plus formel, n'est pas vraiment pertinent au niveau international. En revanche, les prestations d'aide et d'action sociale, servies par l'État ou les collectivités territoriales, sont souvent considérées comme extérieures à la protection sociale, laquelle garde un lien même de plus en plus ténu avec le travail. Loi, qui précisément fait le lien entre le travail et la protection sociale, adopte une démarche pragmatique et a défini en 1952 dans la Convention 102,
un ensemble de standards considérés comme des niveaux et des contenus de droit garantis que les pays qui l'ont ratifié s'engagent à mettre en œuvre, quelle que soit la méthode et les institutions mobilisées, publiques ou privées, nationales ou locales, à cet effet. Dans la pratique, malgré ces différences d'approche, la définition de la protection sociale est assez homogène en France et au niveau international. La situation est moins claire en ce qui concerne le développement social. En 1995, lors du sommet mondial organisé par l'ONU sur le développement social, le secrétaire général Boutros Ghali déclarait « Le développement social, c'est l'affirmation solennelle que l'homme ne peut atteindre la pleine réalisation de ses aspirations que dans un ordre social juste. Le développement social, c'est aussi l'affirmation que sans progrès social il ne saurait y avoir de progrès économique véritable. Le développement social, c'est enfin la volonté de la communauté internationale de donner une réponse politique, au sens le plus fort du terme, à la société globale d'aujourd'hui. » Sur le site de la Banque mondiale, on trouve une approche moins vague de cette notion, mise à jour en mars 2014. Le développement social se concentre sur la nécessité de placer les populations au premier plan des processus de développement. La promotion du développement social vise donc à favoriser l'inclusion, la cohésion, la résilience et la responsabilisation en tant que principe opérationnel d'un développement socialement durable. Le développement social consiste à inclure les pauvres et les exclus dans le processus de développement et traduit sur le plan opérationnel les rapports complexes entre société, État et communauté. À côté de ces considérations ambitieuses mais générales, on adopte plus volontiers en France une conception territoriale et le terme développement social est associé en général à local. L'origine de l'emploi du mot vient des élus locaux. On a parlé, à la fin des années 1970 et dans les années 1980, de développement social des quartiers, puis de développement social urbain. Si le développement social ne désigne aucune structure administrative nationale, de nombreux services départementaux répondent à cette appellation, qui a remplacé souvent la dénomination action sociale. Pour autant, il n'existe aucune incompatibilité entre les expressions françaises et internationales du développement social, comme le montrent les quelques références qui suivent. Le directeur de l'Observatoire décentralisé de l'action sociale, Audace, analyse le développement social comme la nouvelle réponse publique visant à irriguer l'ensemble des politiques locales d'une aspiration volontariste à la reconstruction du lien social. Un président de conseil général a évoqué une logique de projet global de solidarité traversant l'ensemble des politiques publiques, une démarche de territoire. Et le gouvernement vient de donner une définition du développement social. En ces termes, le développement social consiste à agir sur l'environnement des personnes afin de leur permettre de retrouver le chemin de l'autonomie. Elle suppose la mise en synergie des politiques sociales avec l'ensemble des politiques publiques qui y concourent. Emploi, formation, logement, transport. Toutes ces ressources sont indispensables pour reconnecter l'individu à la société et lui permettre d'exercer pleinement sa citoyenneté. Sous l'impulsion des élus, c'est un mouvement qui articule les dimensions sociales, économiques, culturelles, environnementales en vue d'accroître le bien-être et la responsabilité d'une société. C'est une stratégie politique sur un territoire à laquelle contribuent les travailleurs sociaux, au même titre que d'autres acteurs du territoire. On pourrait poursuivre cette exégèse des différentes facettes du social, mais on n'épuisera pas la richesse du mot. L'action sociale, par exemple, se différencie mal des termes déjà analysés. Le Code de l'action sociale et des familles, dans son article L116A1, la présente ainsi: promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, prévenir les exclusions et en corriger les effets. Face à cette approche juridique propre à la France, le mot social action renvoie dans les pays anglo-saxons à des références nettement plus sociologiques, en lien avec les théories du comportement notamment, même si les pratiques ne sont pas très différentes d'une région à l'autre de la planète. Il est plus difficile en revanche de situer le champ de l'économie sociale, désormais définie en France par la loi, non plus par ses composantes, mutuelles, coopératives, associations, fondations, mais par ses buts et sa gouvernance, encore dans les limbes au niveau européen. Ce tiers-secteur recoupe à l'évidence en grande partie les institutions sociales, tout en ayant une vocation beaucoup plus vaste.
Mention doit être faite de la santé. Tous les travaux scientifiques s'accordent pour souligner l'importance des déterminants sociaux de la santé, et un groupe d'experts a été constitué par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour développer les aspects pratiques de ce constat. Pourtant, nous faisons le choix d'écarter la santé du champ de ce travail, sans exclure quelques incursions circonstancielles, dans un souci de réalisme, pour ne pas compliquer davantage la délimitation de l'objet de cet ouvrage, dont on voit qu'elle est difficile. Au niveau international, la santé est d'ailleurs identifiée pour elle-même et fait l'objet de débats dans des instances qui sont rarement celles du social. Comment s'articulent ces différents champs du social, tout au moins les 3 premiers que nous avons privilégiés ? L'idée d'un emboîtement, à la manière des poupées russes, ou encore la notion de cercle concentrique pour en rester à une image de géométrie plane, serait évidemment simplificatrice. Mais elle suppose qu'un champ peut en absorber entièrement un autre, ce qui serait inacceptable pour les acteurs du champ absorbé. Les querelles de frontières existent, en France comme au niveau international, et indiquent combien le sentiment d'autonomie de chaque partie du social est fort et irréductible. Le travail social pourrait prétendre qu'au bout du compte, tout le social se traduit par une intervention et revendiquer une vocation globale. La protection sociale pourrait de même affirmer qu'elle distribue les moyens et finalement détient les clés du social. Ce serait dans les 2 cas, faire fi des personnes accompagnées ou des bénévoles. Et le développement social pourrait prétendre avoir le dernier mot, au nom de la citoyenneté qu'elle promeut, mais pour mettre en mouvement les forces vives d'un territoire, il faut reconnaître leur autonomie. Le sentiment d'autonomie très fort des acteurs de chacun de ces champs pourrait parfois laisser penser qu'ils existent indépendamment les uns des autres, et progressent comme des droites parallèles, mais cette vision est évidemment un leurre. La définition internationale du travail social fait référence formellement au développement social, et à l'inverse, le développement social ne saurait se passer du concours, non exclusif, des travailleurs sociaux, comme la récente déclaration du gouvernement le dit clairement. De la même façon, les mondes de la protection sociale et du travail social ont souvent tendance à s'ignorer. Il est vrai que l'intervention sociale privilégie une approche individuelle et de groupe et se méfie parfois des institutions de protection sociale mettant en œuvre des processus législatifs qui peuvent être ressentis comme descendants et inadaptés. Malgré ces angles de vue opposés, on n'imagine pas un système de transfert parfait qui puisse se passer d'ajustements personnalisés, et on ne conçoit pas davantage l'action des travailleurs sociaux sans un cadre juridique définissant les droits sociaux et des institutions chargées de les mettre en œuvre. C'est pourquoi nous adopterons une approche large du mot social, considérant qu'il recouvre des systèmes relativement autonomes mais largement superposables, et que la recherche d'une meilleure articulation entre eux est précisément l'un des enjeux de l'efficacité de l'action sociale. Ce choix est aussi la conséquence de l'orientation internationale de cet ouvrage. En effet, le transfert dans la sphère internationale de nos catégories, liées en général à la singularité de notre histoire, est en général inopérant. L'expérience indique que les débats sur les questions sociales à l'échelle internationale portent sur des champs très largement ouverts. Sur ces bases, on peut mieux cerner les acteurs sociaux dont il va être question et à qui s'adresse, entre autres, ce travail. Les institutions sociales agissant sur le champ retenu sont très nombreuses et on peut énumérer les plus importantes, sans rechercher l'exhaustivité. Dans la sphère publique, il sera question des décideurs, élus et fonctionnaires à tous les niveaux, et des responsables des institutions internationales, délégués des gouvernements et cadres des services, mais aussi des gestionnaires des services sociaux et des organismes dispensateurs des prestations, caisses de sécurité sociale, collectivités publiques, etc. Également des universités, écoles et centres de recherche dans les champs de l'intervention sociale, de la protection sociale et du développement social. Dans la sphère privée, on trouvera aussi les gestionnaires de services et établissements sociaux et leur personnel, voire des gestionnaires de fonds, mutuelles, fondations, etc. Mais aussi d'autres écoles et leurs structures de recherche, des bureaux d'études ou cabinets de consultants, des ONG non gestionnaires agissant pour la défense des grandes causes sociales, la prise de conscience citoyenne des sujets majeurs et la construction d'une opinion publique. En s'intéressant davantage aux acteurs en tant que personnes, on trouvera des acteurs exerçant essentiellement 3 types de fonctions. Celle d'intervention sur le terrain,
celle de décision à un niveau local, national ou international suivant les sujets et celle d'experts du champ social, techniciens de l'intervention, statisticiens, universitaires, chercheurs, journalistes, etc. Pratiquement, la scène sera principalement occupée par 4 catégories de groupes: les travailleurs sociaux et les écoles qui les forment, les associations qui les regroupent, en France et au niveau international, les responsables d'ONG et leurs militants en France, en Europe et dans le monde, les élus et les responsables des politiques sociales et du développement social, les fonctionnaires à tous les niveaux, y compris dans les organisations internationales. La Conférence de Paris de 1928, une référence majeure. Les séquelles de la Première Guerre mondiale en France, malgré la victoire et le retour de l'Alsace-Moselle, troublent le pays pendant plusieurs années. Une grave pénurie de main-d'œuvre se fait sentir, qui engendre une immigration forte, italienne et polonaise notamment. Une partie de l'industrie est détruite, la situation sociale est agitée, la crise financière liée à l'endettement des années de guerre est menaçante, et les espoirs de faire payer l'Allemagne en partie illusoires. La grippe espagnole fait 400 000 victimes. Mais ensuite, dans le milieu des années 20, l'économie française se redresse et connaît une croissance accélérée, ce qui permet de qualifier cette époque d'année folle. Une forme de vitalité insouciante se développe, en réaction aux privations de la guerre, marquée par exemple par la vigueur du pacifisme ou la naissance du surréalisme. La natalité en France reste inférieure à ce qu'elle est ailleurs en Europe, et la population en 1921, avec les régions reprises, est encore inférieure à celle de 1911, ce qui explique le vote d'une loi réprimant la contraception et l'avortement en 1920. L'année 1928 est dominée par la personnalité de Poincaré, qui a succédé en juillet 1926 au cartel des gauches, et qui a conduit la droite, associée au centre, à la victoire lors des élections législatives d'avril. Conforté dans les entreprises de rétablissement économique et monétaire qu'il a engagées depuis 1926, le chef du gouvernement décide le 25 juin de dévaluer le franc de 80%, mettant fin au mythique franc germinal de 1914. En 1928, la croissance est soutenue, l'inflation quasi nulle, le chômage à 4% et le budget en excédent. Pour autant, cette orthodoxie économique ne fait pas obstacle à des débats parlementaires importants sur des sujets sociaux. 3 lois sont adoptées qui feront date. 2 ont trait au logement, visant à répondre aux besoins nés de l'urbanisation du pays. La loi Sarraut sur les lotissements et la loi Loucheur sur les constructions de logements. La 3e, votée en mars, également portée par Loucheur, crée les assurances sociales obligatoires dans l'industrie et le commerce. Ce dernier instrument législatif constitue l'ébauche de ce qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale. Son élaboration s'est avérée très difficile. L'idée de créer une obligation d'assurance a été combattue aussi bien par la Confédération générale de travail unitaire, CGTU, au nom du refus de la collaboration de classe, par le patronat au nom de la compétitivité des entreprises et par différents milieux sociaux redoutant l'intervention de l'État, en particulier les mutualistes, dont l'influence est réelle dans ce champ social. Le fait que les départements d'Alsace et de Moselle, redevenus français en 1918, aient conservé le régime d'assurance sociale obligatoire institué par Bismarck n'est peut-être pas étranger à l'issue du débat. Il faut admettre que la France ne s'est pas distinguée dans l'édification d'un système d'assurance sociale obligatoire qui se diffuse peu à peu en Europe. Elle a plutôt suivi le mouvement. En effet, 1 an avant la loi de 1928, s'était déjà constituée, à l'occasion de l'Assemblée générale de loi de 1927, une association internationale de sécurité sociale, AISS, regroupant les régimes existants. C'est dans ce contexte que s'ouvre à Paris une manifestation internationale de grande ampleur qui réunit de très nombreux acteurs d'œuvres et services sociaux, publics et privés, dont les inspirations, religieuses ou laïques, sont à trouver dans le solidarisme ou la doctrine sociale de l'Église. L'intervention de l'État dans le domaine social, à travers une législation protectrice des catégories les plus vulnérables, est devenue une partie de la doctrine de la Troisième République, sous l'influence de Léon Bourgeois et du Parti radical notamment. Et depuis l'encyclique de Léon XIII en 1891, l'Église change d'attitude et affirme qu'il faut venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée.
En fait, 4 conférences vont se tenir simultanément au cours d'une quinzaine sociale présidée par Paul Strauss, sénateur et ancien ministre de l'Hygiène. Les 3 premières sont plus spécialisées. Le Congrès international de la protection de l'enfance, le Congrès international d'assistance publique et privée et le Congrès international de l'habitation et de l'aménagement des villes. La dernière a un caractère beaucoup plus novateur et retiendra seule notre attention. La première conférence internationale du service social. Les racines de cette conférence sont américaines. En effet, depuis 1874, chaque année se tient aux États-Unis une conférence nationale de service social, réunissant des acteurs des différents États fédérés. Après-guerre, en 1919, au moment où l'aide privée américaine, à travers la Fondation Rockefeller par exemple, contribue à soutenir les efforts de construction de politiques sanitaires, on parle d'hygiène, notamment de lutte contre la tuberculose en France et en Europe, l'idée d'internationaliser la conférence de service social est lancée. Elle sera reprise en 1923, à Washington, lors de la 50e conférence américaine, par René Sand, secrétaire général de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Et en 1927, à Prague, se tient une réunion préparatoire qui va permettre de traduire les intentions en actes. À la différence de nombreuses enceintes intergouvernementales, où les diplomates sont à la manœuvre, et qui peuvent déboucher sur des conclusions formelles, éventuelles sources de droit quand elles sont reprises par les pays signataires, la Conférence de Paris est le fait d'experts, de grande renommée parfois, qui agissent davantage de manière informelle à travers l'opinion publique. Elle a cependant reçu l'appui officiel de 2 organisations internationales, l'OIA et la Société des Nations, SDN. Son financement est essentiellement le fait d'organismes privés. Conférence américaine de services social, Fonds du Commonwealth, Fonds Laura Spelman Rockefeller, Fonds Milbank, Fondation Russell Sage, Centre européen de la dotation Carnegie pour la paix internationale, Bureau international du travail, Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, Comité tchèque et japonais de la Croix-Rouge, Comité allemand, espagnol et polonais de service social. L'événement est considérable. 2481 participants sont dénombrés, provenant de 42 pays. Si le nombre de pays peut paraître faible par rapport à ce qu'on attendrait de nos jours, il faut se rappeler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.